Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 3 mai. Moins d'attente et plus de confort pour les soins dentaires à Hayange. Depuis mars, les patients sont reçus dans le nouveau centre de la CPAM au cœur de l'hôpital de la commune. Les détails dans quelques minutes. Focus également sur les métiers de la sécurité intérieure. CRS, police scientifique, RAID, découvrez plusieurs de ces métiers aux côtés de lycéens lorrains. Et puis la Moselle continue d'être une terre de jeu. Hier, le département a donné rendez-vous aux communes labellisées à Amnéville pour évoquer les préparatifs avant les JOP Paris 2024. Côté ciel, c'est un grand soleil qui vous accompagnera ce jeudi matin avec des températures comprises entre 6 et 7 degrés. Un après-midi similaire vous attend, mais la météo risque de se dégrader en fin de journée, pas moins de 24 degrés au plus haut. Les énergies renouvelables peuvent-elles remplacer définitivement le nucléaire? On va tenter d'y répondre ce soir avec Eliane Romani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du groupe Les Écologistes du Grand Est. On fait le point sur ce sujet dans quelques minutes avec vous, le temps de développer les titres. Il y a un instant, à Hayange, le centre de soins dentaires de la CPAM a déménagé courant mars au cœur de l'hôpital de proximité de la commune. Nouveau plateau technique, capacité de prise en charge plus grande et de meilleure qualité. Les avantages semblent être multiples pour la patientèle. Explication de Jonathan Vaucher. Moins d'attente et plus de confort pour les soins dentaires. Depuis mars, les patients de la vallée de la Fench sont reçus dans le nouveau centre de la CPAM intégré dans l'hôpital d'Hayange. Un renforcement de l'offre dans ce secteur en tension pour les usagers. Nous allons accueillir dès le mois de juin un nouveau chirurgien dentiste et ainsi augmenter la file active de patientèle et puis aussi réduire le délai d'attente puisqu'aujourd'hui il faut 1 mois pour prendre rendez-vous. Depuis 2012, le CHR Metz-Thionville a repris l'hôpital d'Hayange, lançant un projet médical de grande envergure. Ce matin, les élus ont inauguré ce nouveau service, auparavant situé rue de la Fontaine. Ça donne plus de lisibilité aux gens, mais ça permet aussi de bénéficier de l'apport des médecins généralistes sur place, en plus des dentistes, puis bien sûr le plateau d'imagerie qui est indispensable pour ce type d'activité. Il y a 10 ans, près de 30% des usagers d'Hayange et des environs n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, les patients sont reçus dans cette partie de l'hôpital où se trouvent aussi 9 généralistes. Et nous avons aussi, depuis plusieurs années, développé un cabinet de médecine générale qui se trouve dans la contiguïté justement du centre dentaire, qui accueille aujourd'hui 9 médecins généralistes pour une prise en charge de proximité de la population. Et donc ce centre dentaire de proximité avait toute sa place dans notre établissement et c'est né d'un partenariat naturel entre la CPAM et la CHR Metz-Thionville. En 2022 à Hayange, 770 patients ont été reçus dans le centre de santé de l'assurance maladie. Connaissez-vous le concept Emrys? Il s'agit d'une coopérative de consommateurs qui propose de faire des économies sur les achats du quotidien grâce à un compte client dit solidaire. Son fondateur Wilfried Rivière entame actuellement un tour de France pour présenter le dispositif et c'est à Metz qu'il a posé ses valises ce mercredi. Nous lui avons posé quelques questions. Donc Emrys, c'est une coopérative de consommateurs qui a été créée en août 2014. L'objectif, c'est de permettre à nos membres de cumuler des avantages sur chacun de leurs achats, tout en leur offrant une opportunité de développer une activité à domicile pour ceux qui le souhaitent et générer des revenus et atteindre des ambitions financières qui peuvent être plus ou moins importantes selon son implication à développer son réseau par le bouche-oreille en faisant connaître notre offre. En fait, Emrys fonctionne grâce à une plateforme internet sur laquelle on a un compte privé en tant que membre Emrys. Il faut être recommandé par un autre membre Emrys pour pouvoir accéder. Depuis ce compte, on va trouver une boutique en ligne qui va nous permettre d'accéder à des cartes cadeaux, donc des centaines de cartes cadeaux différentes qui sont des moyens de paiement acceptés donc dans un réseau d'enseignes partenaires qui est très large dans tous les secteurs d'achat, donc l'habillement, la grande distribution, la mode, les travaux, monde enfant, les jouets, etc., etc. Voyage et tout ce qu'on veut.
Et donc l'objectif, c'est qu'en achetant cette carte cadeau, il profite immédiatement de commissions qu'on a négociées sur le volume d'achat de cartes cadeaux avec l'enseigne partenaire. Le membre acheteur, il va avoir des avantages qui sont comparables à une carte fidélité dans n'importe quel supermarché, sauf qu'il a l'avantage de cumuler avec les cartes fidélité existantes qu'il utilise déjà, et il va avoir un programme fidélité multicanal et multi-enseigne universel qui se rajoute à tous les avantages qu'il peut déjà avoir dans les enseignes participantes. Ensuite, on a un deuxième statut qui s'appelle l'acheteur enchanté. Donc ça, c'est aussi quelqu'un qui est simplement un client, mais qui peut, par le bouche-oreille, faire connaître à quelques personnes de son entourage notre offre et avoir des bonus de parrainage et augmenter encore plus son pouvoir d'achat. Depuis le début du mois d'avril, place à la déclaration d'impôts. Et à Metz, les finances publiques connaissent une très forte affluence, notamment ce mercredi matin, où une longue file de contribuables s'étendait jusqu'à l'extérieur du bâtiment, situé aux 4 rue des Clercs. Certains se sont déplacés pour poser simplement une question, d'autres pour obtenir de l'aide afin de remplir la feuille d'imposition. En Moselle, près de 90 000 personnes utilisent encore la déclaration papier. Pour rappel, ces derniers ont jusqu'au 22 mai pour la remplir. Pour toute information, les contribuables peuvent contacter les impôts au 809 401 401. L'été n'est pas encore là, mais la ville de Metz pense déjà aux fêtes de fin d'année. Un appel à candidature pour l'occupation des chalets du marché de Noël a été lancé fin avril pour l'édition 2023 du 24 novembre au 30 décembre. Les commerçants intéressés ont jusqu'au 31 mai pour s'inscrire en ligne via le site de la ville. Une commission municipale se réunira ensuite pour attribuer les emplacements sur les 5 places emblématiques comme tous les ans. Côté tarif, tout dépend de la surface envisagée. Par exemple, pour les plus petits chalets de 2 mètres linéaires, comptez 2 950 € de location et jusqu'à 4 900 € pour 6 mètres linéaires. L'occupation du domaine public sera également facturée pour les propriétaires de chalets, les vendeurs ambulants, mais aussi les manèges. À cela s'ajoutent des dépenses liées à la sécurité et des frais de raccordement électrique, toujours en fonction de la surface. L'an passé, 159 commerçants avaient loué 120 chalets. Les métiers de la sécurité intérieure sont-ils méconnus? Pour le savoir, direction la caserne Serré de Châtel-Saint-Germain. Des lycéens lorrains ont pu découvrir le temps d'un après-midi différentes professions comme CRS, police aux frontières, police scientifique ou encore le RAID. Par atelier, les jeunes ont pu échanger avec les forces de l'ordre. Reportage de Lucie Philippot. Ce genre d'exercice, la brigade cynophile en réalise quotidiennement. Cette brigade, c'est un métier parmi tant d'autres dans la sécurité intérieure. Arthur et Kevin sont 2 jeunes en classe défense au lycée Sainte-Marie de Sarrebourg. Lors de cet après-midi découverte, ils ont notamment pu rencontrer des membres du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Beaucoup de choses sur la mentalité des personnes, de comment ils s'entraînent. Il nous a appris aussi, il nous a un peu enlevé les clichés qu'on avait de départ sur l'unité. Voici le matériel qu'ils utilisent, qu'on voit qu'une petite partie en général sur Internet. Et là, de voir ça en vrai, c'est quand même largement plus impressionnant aussi, quoi. Police scientifique, CRS, police aux frontières, pilote de drone. 10 classes de jeunes lycéens venus de toute la Lorraine ont pu découvrir et échanger sur les différents métiers. Parmi eux, 4 groupes sont spécialisés dans les métiers de la sécurité. Cette formation scolaire dans le domaine de la sécurité ont des profils qui sont intéressants pour l'institution, mais ce ne sont pas les seuls profils qu'on recherche. Ce qui fait la richesse des effectifs de la police nationale, c'est aussi leur diversité. Pour la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, ce moment d'échange permet aussi aux jeunes de voir une police différente de celle médiatisée. C'est une bonne occasion aussi pour nous, en ce moment où les policiers sont beaucoup critiqués, de pouvoir mettre en lumière leurs compétences, leur technicité et puis surtout leur vocation qui est de garantir la sécurité de tous et de protéger la population. Pour Arthur et Kevin, le choix d'une carrière dans la police n'est pas encore tout décidé. Je ne pense pas personnellement faire policier, mais ça reste un très beau métier. Avec le large choix d'options qu'on a après le bac pro, je ne sais pas encore. Mais c'est une possibilité. En zone Est, près de 300 personnes ont déjà candidaté en 2023 pour intégrer les rangs.
Entrer dans les métiers de la sécurité intérieure, c'est possible avec ou sans diplôme. Qui dit printemps dit jardinage et on en parle dans notre chronique du jour. L'impact environnemental est calculé dans tous les aspects de notre vie, alors pourquoi pas lorsque l'on jardine? Une étude IFOP de 2022 estime que 7 Français sur 10 possèdent un jardin et que près des 2/3 prennent déjà des mesures plus écologiques. Et les enseignes spécialisées n'ont pas attendu pour se mettre à la page. C'est un reportage de Léa Riffaut. Avec le retour du soleil, l'envie de jardiner prend de l'ampleur. Et les magasins spécialisés sont régulièrement pris d'assaut avec chaque année des tendances particulières. La première tendance, ça va être ce qu'on appelle le potager prêt à poser. Ce sont des plantes qui sont déjà poussées, on n'a rien besoin de faire, on les met sur son petit balcon et on n'a plus qu'à récolter. La deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle le potager en micro-mottes. Ce sont des plants potagers qui sont cultivés dans des micro-mottes. Il n'y a pas du tout d'emballage. Les clients se servent, prennent la quantité qu'ils veulent. 2 méthodes pour embellir rapidement ses extérieurs, mais qui n'enlèvent rien au plaisir de s'en occuper, puisque 72% des Français trouvent un réel épanouissement à entretenir leur jardin. Le jardinage est vraiment devenu une activité de loisir et une activité familiale, avec par contre une grosse tendance au respect de l'environnement. Car 2/3 des jardiniers amateurs utilisent déjà des produits plus respectueux. Et dans un contexte où le manque d'eau est une préoccupation majeure, de nouvelles techniques se développent, comme celle pour irriguer ces plantations de manière optimale. Alors le YA, ça fait quelques années qu'on a ce système-là. L'avantage, c'est que c'est des pots en terre qui sont poreux. Donc l'eau se diffuse de manière très douce au niveau des plantes. Il n'y a pas de risque d'excès d'eau et il n'y a pas de risque de manque d'eau. Donc on peut s'absenter plusieurs semaines avec ce système-là. De quoi rendre le jardinage moins contraignant, et pour ceux qui préfèrent se prélasser au soleil, le mobilier de jardin reste évidemment un incontournable, avec en produit phare le fauteuil suspendu. La deuxième chose, c'est aussi tout ce qui va être cuisson à l'extérieur. On a tout ce qui est évidemment barbecue, plancha, mais on a aussi donc tout ce qui est éclairage de jardin. C'est quelque chose qui a une forte impulsion cette année. Avec bien sûr une place importante donnée aux énergies renouvelables pour rendre son jardin plus durable. Après la culture de la terre, place à la culture artistique avec une nouvelle boîte à malice que vous pourrez ouvrir dès ce soir. Alicia Hublot mettra en lumière la nouvelle édition de Passage Trans Festival dont le coup d'envoi est donné ce soir. Au programme également une belle rencontre avec le compositeur de musique contemporaine Florent Caron d'Arras, actuellement en résidence à la Cité musicale de Metz. Ce dernier nous parle ici de sa dernière pièce pour laquelle il a sculpté le paysage comme une partition. Dans ma dernière pièce qui s'appelle Transfert, que j'ai réalisée à l'IRCAM et qu'on a donnée ici en concert, j'ai travaillé sur des paysages que j'ai captés en 3 dimensions avec un micro spécial qui s'appelle un micro ambisonique. Et j'ai utilisé la forêt comme partition, c'est-à-dire que tout ce que j'avais enregistré m'a servi un peu de mapping, de carte pour placer des sons électroniques. J'invente mes propres chants, mes propres figures. Donc en fait, c'est des sortes d'espèces animales imaginaires, mais je les place au même endroit dans l'espace et dans le temps. Et donc, le fait d'avoir ce projet en cours de réalisation l'année dernière a un peu inspiré les équipes de la Cité musicale Metz pour qu'on mette au point ensemble un projet pédagogique un peu centré sur cette question-là, du paysage et de la captation. Et donc, on a mis au point un projet avec les lycées agricoles. J'aurais montré qu'est-ce qui, dans ma musique instrumentale électronique, pouvait référer au vivant, au paysage. Et ça a tout de suite réagi par rapport à leur environnement quotidien. Avez-vous porté le maillot rose ce dimanche 30 avril lors de la Messine? Cette année, 9200 participantes ont été recensées pour cette 10e édition dans les rues de Metz, soit 1000 dossards de plus qu'en 2022. Pour rappel, il s'agit d'une course caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein et qui permet de sensibiliser au dépistage notamment. Depuis le début du rendez-vous sportif, 541 640 € ont été récoltés lors de la Messine pour la recherche contre le cancer.
On va garder nos baskets car la date fatidique se rapproche. À un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le président du département, Patrick Veyton, a donné rendez-vous aux collectivités labellisées au cœur d'Amnéville. L'objectif, les sensibiliser aux ultimes préparatifs et aux retombées d'un tel événement. Reportage d'Aymeric Guillaume. Julien Bouter ou encore Patrick Montel pour ne citer que. L'IMAX d'Amnéville a accueilli du beau monde pour cette soirée placée sous le signe du sport en Moselle. Il faut vraiment savourer son bonheur et le département de la Moselle est vraiment à la pointe pour ça. Et il y a tel dynamisme, telle envie de vivre ces Jeux au niveau du public et au niveau de la collectivité que c'est un vrai bonheur, quoi, au niveau des territoires. L'occasion de résumer en un point étape ce qui a été accompli, mais également de préparer le sprint final en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je crois que c'est indispensable, puisqu'on les a mobilisés depuis 1 an maintenant, qu'on rentre dans une phase active. On est à un peu plus de 400 jours des Jeux Olympiques. Je crois qu'il est important qu'on puisse les informer, qu'on puisse les mobiliser, puis qu'on puisse démontrer que les Jeux Olympiques, c'est un moment mondial, planétaire, exceptionnel. Il faut que nous nous mobilisions tous. Amnéville, une place forte du département, mais aussi de ces Jeux, accueillera dès le 26 juillet prochain, date clé du calendrier olympique, la première fanzone départementale pour ces Jeux. Une initiative imitée par d'autres communes à l'été 2024. L'idée, laisser un héritage fort pour ces 583 communes mosellanes qui sont couvertes par le label Terre de Jeux. Écoutez, préparer les Jeux, c'est un sport collectif en soi. Donc ça veut dire que chacun doit être au rendez-vous. Ça veut dire aussi qu'il faut s'entendre entre nous, les politiques, les collectivités, les communautés, pour proposer aux sportifs les meilleures conditions pour exercer leur talent. Voilà, donc c'est un peu chacun à son poste. Et ce soir, on a pu remarquer que tout le monde était dans les starting blocks. Des volontaires aux communautés, en passant par les habitants mais aussi les sportifs, tous sentent la ferveur monter et espèrent que tout le monde sera au rendez-vous de ce moment olympique mais surtout historique. Le président du département, la Moselle, s'est battu, a tout fait pour que les Jeux Olympiques et tout ce qui est autour soient une vraie fête entre aujourd'hui et les Jeux Olympiques. Il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure de l'organisation et de la beauté de l'événement. L'investissement des collectivités et leur importance n'est plus à prouver, d'autant que la flamme olympique se déplacera dans le département. De son côté, le compte à rebours, lui, continue de tourner, mais une chose est sûre, la Moselle sera au rendez-vous. Alors que le nucléaire connaît un second souffle et que l'envie ne manque pas d'implanter de nouveaux réacteurs en Moselle, le groupe écologiste de la Grande Région continue de lutter. Eliane Romani, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe Les Écologistes au Conseil régional. À l'heure où la France a retrouvé un peu d'indépendance énergétique, le groupe remet un coup de collier et se lance à nouveau dans une lutte contre le nucléaire. Pour quelles raisons vous remettez cette priorité-là en avant ? D'abord, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce qu'on veut continuer est-ce qu'on imagine encore un développement infini dans un monde fini ? On voit bien que c'est vraiment une illusion et que l'important pour le moment, c'est de prendre en compte les limites planétaires et de ne pas. Enfin, ce qui est complètement négatif, c'est d'imaginer qu'on va être sauvé par une espèce de solutionnisme technologique. Nous ne le pensons pas. Et en particulier concernant le nucléaire, vous avez parlé de souveraineté. On ne produit pas d'uranium en France. Il n'y a pas de souveraineté avec le nucléaire. Et même, on est lié à la Russie et à ses amis russes quand on veut développer le nucléaire. Il y a le problème des déchets. On ne sait pas quoi faire des déchets. Et pour l'instant, on envisage de les enfouir en Lorraine, en sous-sol en Meuse. Il y a le problème que posent aussi nos amis luxembourgeois et allemands, celui de la sécurité. C'est-à-dire, ils savent très bien que quand arrivera un accident, eh bien, leur pays, enfin leur land ou leur pays, risque d'être rayé de la carte. Et bien sûr, ils s'en émeuvent. Et ils proposent au contraire d'aller vers les énergies renouvelables, mais aussi vers la sobriété, qui est quelque chose qu'on doit développer à l'avenir.
Cet aspect transfrontalier dont vous parlez s'illustre aussi dans la pétition que vous avez lancée lors du 37e triste anniversaire de Tchernobyl. L'Allemagne et le Luxembourg font partie des signataires opposants, en tout cas certains élus opposants au nucléaire. Leur modèle énergétique a déjà changé dans ces pays-là, ou en tout cas c'est plus ou moins le même que le nôtre? Ça fait des dizaines d'années que nos amis luxembourgeois, je parle des écologistes luxembourgeois, mais maintenant c'est vrai aussi des gouvernements, les écologistes luxembourgeois et les Allemands de Sarre et de Rhénanie-Palatinat s'opposent au fait de développer encore du nucléaire à leurs frontières pour des raisons de sécurité, mais ils veulent effectivement, enfin nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons développer des énergies renouvelables et des choses qui soient plus sûres, plus en lien avec les territoires sur lesquels les citoyens ont plus de prise d'ailleurs. Alors actuellement, si on prend l'exemple de la centrale nucléaire de Cattenom, cette dernière fournit 70% des besoins en électricité de la région et 8% du territoire français. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une alternative pour avoir cette même efficacité, cette même couverture sur le territoire ? Effectivement, la France est un cas particulier. C'est le pays le plus nucléarisé du monde. Dans le monde, le nucléaire perd de la vitesse et il est en dessous de 10% de production d'électricité. Le cas de la France est tout à fait particulier. Donc la transition, on voit bien que la transition pour la France, pour se passer du nucléaire, elle est plus compliquée qu'ailleurs. Ça serait quoi alors les solutions? Alors les solutions, il y a plein depuis longtemps déjà. Il y a des scénarios qui sont sur la table depuis longtemps, faits par des techniciens et des experts qui les ont présentés devant des organisations internationales et qui ne sont jamais démentis. Il y a au moins une chose, c'est celle de la sobriété. Il est très important, et on ne le fait pas en France, d'investir dans la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment on peut vivre en dépensant moins d'énergie. Ça, c'est effectivement un premier point. Le deuxième point, c'est celui des énergies renouvelables, et on voit que la France est le seul pays d'Europe, je dis bien le seul, à ne pas avoir réussi à aller jusqu'à ces objectifs qui étaient fixés par l'Union européenne. C'est le seul pays en Europe. Pour quelle raison, selon vous ? Mais parce que justement, il y a la prégnance du nucléaire. L'argent qu'on a mis pendant toutes ces années dans le nucléaire, on ne l'a pas mis ailleurs. Et je veux dire, mettre tous ses œufs dans le même panier, je dirais, ça n'est pas une bonne stratégie. Concrètement, est-ce qu'au sein de la région Grand Est, il y a des prochains débats autour de l'énergie, des énergies renouvelables, ou en tout cas des grandes dates à retenir ? Il y a effectivement débat. Il y a déjà des choses qui sont engagées. Il y a d'autres qui vont être engagées dans, par exemple, le nouveau schéma d'aménagement régionaux. Et on doit pouvoir débattre justement de toutes ces questions que vous posez là au sein de l'Assemblée régionale. Et pour terminer, ces énergies renouvelables, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont limitées juste par ces procédures financières, administratives ? Elles ont été beaucoup entravées pour deux raisons, parce qu'on a tout mis dans le nucléaire et parce qu'on n'a pas favorisé, on n'a pas eu des politiques qui favorisaient ce type d'énergie. Et donc dans les autres pays, on le voit bien dans tous les autres pays de l'Union européenne, on a réussi à développer ce genre d'énergie, ces énergies renouvelables, et en France, non, pas pour le moment. C'est le seul. On est le mauvais élève de la France, de l'Europe sur cette question. Merci d'avoir partagé notre plateau ce soir et d'avoir donné toutes ces explications autour des énergies renouvelables. Et à bientôt. À bientôt. Et avant de conclure, notre dernière image nous amène au centre-ville de Metz, où la célèbre colonne Merten est actuellement déplacée, mais pas bien loin, seulement de 10 mètres dans la rue Serpenoise. L'objectif est de faire place nette pour les futurs travaux d'embellissement de la rue. Les travaux ont démarré ce mercredi et vont se poursuivre pendant 1 mois et demi. Cette colonne est originaire du village de Merten, au nord de Creutzwald, et a été découverte en 1870. Celle que vous avez l'habitude de voir au centre-ville messin n'est qu'une copie, il faut le savoir, puisque l'original se trouve au musée de la Cour d'Or. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pensez à télécharger notre application mobile pour nous emporter partout avec vous. Pour la suite de votre programme, Jean Milon fera face à la chanteuse et coach vocale Marina D'Amico. Et puis vous pourrez ouvrir une nouvelle boîte à malice dès 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.